Pourquoi est-ce que le pervers narcissique joue toujours la victime? Pourquoi est-ce que les autres gens le croient? Pourquoi est-ce que vous l'avez cru aussi? On va en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu as dû trouver ça étonnant pendant le couple. Quoi qu'il se passe, quelle que soit la dispute, c'était toujours de ta faute. Et l'autre te disait qu'il n'y était pour rien. Constamment, tu as eu cette étiquette de c'est toi le fautif, c'est toi qui crée tous les problèmes, et tu t'es remis en cause à cause de ça. L'autre était tellement sûr de lui ou sûr d'elle que tu as fini par y croire. Tu t'es dit oui, si ça se trouve, l'autre a raison. C'est tellement argumenté, c'est tellement détaillé, c'est tellement précis comme explication que peut-être que l'autre a raison finalement. Je suis toujours en faute et l'autre pas. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que ça devrait être un 50-50. On va aussi analyser en détail ce processus psychologique qui est très puissant de passer pour la victime. On va voir comment est-ce qu'il a fait pour arriver à vous convaincre. Et si vous êtes une personne saine, ce dont je ne doute pas, vous allez être épaté à quel point l'esprit humain peut être tordu pour arriver à penser à ce que je vais vous décrire juste après. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. On est plus de 100 000, j'ai eu un nouveau trophée grâce à vous il y a quelques jours. Cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche pour recevoir une notification juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et enfin, j'ai mis ma formation best-seller juste en dessous qui s'appelle prendre sa revanche sur un pervers narcissique. C'est pas une formation qui est méchante, ça consiste pas à faire du mal, ça consiste juste à rétablir un peu l'équilibre humain. Alors, laissez-moi lire dans ma boule de cristal, je vais essayer de vous dire ce que vous avez vécu et vous allez me dire si je me trompe aujourd'hui. À chaque fois qu'il y avait un problème, c'était, comme toujours, de votre faute. Vous avez eu le besoin de vous justifier, de vous surjustifier en permanence. L'autre est en tort, tu dis quelque chose et tout d'un coup le jeu s'inverse, c'est toi qui dois te justifier de l'avoir attaqué. Quels que soient tes efforts, ça n'a jamais été assez. L'autre t'en a demandé toujours plus. L'autre a créé des drames juste pour le plaisir de voir t'en dépatouiller juste après, pour que tu te justifies encore une fois. L'autre semblait aussi insaisissable. Quoi qu'il se passe, il n'a jamais accepté de reconnaître sa propre faute. T'as essayé par A plus B de lui expliquer, il n'a jamais accepté quoi que ce soit. Mettez-moi en commentaire si j'ai eu raison sur ces points-là, si j'ai bien lu dans ma boule de cristal. On va décoder ensemble leur système de pensée. Il faut savoir que d'un point de vue social et psychologique, jouer la victime, ça marche parfaitement bien. On pourrait penser que ceux qui dominent le monde se montrent toujours extrêmement forts et puissants. Homme ou femme, je me montre fort, donc je serai fort par miroir. Alors qu'en réalité, de manière bien plus vicieuse, jouer la victime, ça fonctionne encore mieux. Vous avez dû avoir une soirée il n'y a pas longtemps ou un déjeuner avec des amis et vous remarquerez que à ce repas, de qui est-ce qu'on parle pendant tout le repas? De la personne à la table qui a eu un échec, un problème, une rupture, etc. Vous, votre réussite ou celle des autres, on s'en fiche un peu. Alors que dès qu'il y a un problème, tout le monde vient pour essayer de réconforter cette personne. Et c'est normal, on est un groupe d'humains, on interagit ensemble. Dès que l'un des amis a un problème, on vient l'aider. Ça, le pervers narcissique l'a bien compris. Au passage, il t'a fait le même coup pendant la phase de lune de miel, au tout début de la relation, quand ça se passait bien. Il t'a dit qu'il avait été victime de plein de choses, que c'était compliqué avec ses ex, qu'à son travail, ça marchait pas bien, la faute du patron, la faute des collègues, etc. Que ses parents étaient comme ci ou comme ça. Et t'y as cru. Et tu t'es même senti l'âme de sauver cette personne. Ça a réveillé en toi l'instinct de la mère, si tu es une femme, je vais protéger cet enfant qui a des problèmes, ou l'instinct du père guerrier sauveur devant cette petite femme fragile. Il a aussi fait ça auprès de tes amis, un peu plus tard, pas pendant la phase de lune de miel, pendant le couple. Sans que tu le saches, il est parti voir tes amis en disant que c'était compliqué avec toi, qu'il avait du mal, que tu étais irritable, que tu avais des problèmes, que tu buvais trop, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça, que c'était très dur. Et tous tes amis l'ont pris en pitié. Oh, mon pauvre, ma pauvre, comment ça se fait? Mais c'est notre ami, mais on sait bien, parfois il a quelques problèmes. Finalement, quand on comprend tout ceci, on réalise que tout le monde veut aider les plus faibles. Donc, en jouant la personne faible et fragile, ils vont tout obtenir des autres pour les aider. C'est une mentalité qu'il faut comprendre, parce qu'on pourrait se demander qui ferait ça? Est-ce que toi, tu te verrais demain jouer la victime auprès de tout le monde? Probablement pas. Tu as l'espèce d'ego et surtout, tu n'as pas envie qu'on te prenne en pitié. Mais c'est une mentalité de tu me dois tout. Et là, ce que je vais vous dire va vous faire bugger pendant quelques instants, à la fin de ce paragraphe. Ils se sentent supérieurs. Là-dessus, on est d'accord. Tout leur est dû. Là-dessus, on est aussi d'accord. Ils se sentent comme des demi-dieux, investis d'une mission divine sur Terre, et toi, tu n'es que un petit humain là-dedans. Tu leur dois tout, ils ne sont jamais en tort. Un demi-dieu n'a jamais tort.
Un demi-dieu ne se remettrait jamais en question. C'est le petit humain qui devrait se remettre en question devant eux. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, une personne qui refuse de se remettre en question, souvent c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. C'est-à-dire qu'en gros, on estime, mettons des niveaux, tu as confiance en toi à ce niveau-là, mais si tu es à zéro, si tu as zéro confiance en toi, tu ne peux pas t'en mettre en question parce que ça voudrait dire accepter d'être en dessous de zéro. Une personne qui a une estime à zéro fera tout pour avoir toujours raison. Ce sont aussi des personnes qui n'ont pas d'introspection, c'est-à-dire qui ne se remettront jamais en cause. On parle d'un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte. Un enfant a aussi du mal à accepter quand il a fait une faute. Il vole du chocolat, il n'a partout, il dit non, j'ai rien fait. Pas du tout, tu as déjà dû le vivre également. En réalité, une personne forte est une personne qui sait s'excuser. Moi, par exemple, quand je recrute des collaborateurs, j'en dis, il y a une seule chose dans mon équipe, je veux que dès qu'on fasse une erreur, on sache dire « Ok, j'ai fait cette erreur et je la referai plus. » Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Je ne jugerai jamais personne négativement parce qu'il m'avoue une erreur. Et donc, on arrive sur une ambivalence qui est énorme et qui a dû vous perturber à l'époque. Cette personne est faible au fond d'elle. Tu le sais parce que tu l'as déjà vécu et tu l'as toujours eu en doute. Tu t'es dit, cette personne a un problème, elle est faible quelque part au fond d'elle. D'ailleurs, elle n'a pas d'estime d'elle, elle ne se reconnaît pas. En même temps, cette personne a besoin de nourriture narcissique, qu'on la précise toujours, qu'on la mette en avant et qu'on la valorise. Quand on a une estime qui est à zéro, on a besoin d'être valorisé. Donc ils ont besoin de leurs ressources narcissiques pour que ça remonte. Si jamais il n'y a personne autour d'eux, qu'on ne les regarde pas, ça tombe à zéro et c'est la catastrophe. En même temps, ils sont faibles, mais ils font semblant d'être forts. Ils t'ont toujours dit que c'est toi qui étais rien, que c'était eux qui étaient géniaux, que tu avais bien de la chance d'être avec une personne parfaite. Donc, on en arrive au truc bizarre. Ils sont faibles au fond d'eux. Ils font semblant d'être forts. Et à quoi est-ce qu'ils vont jouer? Ils ne vont pas jouer au fort. Alternativement, ils vont jouer à être forts, puis à être faibles. Ce qu'ils sont en réalité. Donc, tu as dû te dire, mais j'ai affaire à qui en face de moi? Une personne qui est faible, qui fait croire qu'elle est forte et qui joue à la victime par la suite. Et c'est quelque chose qui peut te décontenancer. Tu ne sais absolument pas à qui tu as affaire. À probablement une personne qui est vraiment dérangée mentalement. Jusqu'à présent, on est d'accord. Et tu dois penser comme moi, oui en effet, je ne sais absolument pas à qui j'ai eu affaire pendant tout ce temps-là. On va voir ensemble les deux méthodes qu'ils utilisent de manière concrète pour faire que tu te sentes coupable, tu te remettes en question et qu'il n'ait jamais à s'excuser. Deux méthodes qui sont implacables. Première méthode, c'est la recherche d'historique de ta faute. On n'agit jamais par hasard, il y a toujours une raison et surtout on agit en société. Mais quand on m'accuse de quelque chose, je peux tout à fait revenir dans l'historique et chercher le moment où ça a déconné. Ça peut être par exemple, il y a une semaine, on m'a dit quelque chose qui était faux et du coup ça m'aiguille en erreur. Ce n'est pas de ma faute, erreur. On m'a mal aiguillé il y a une semaine. Ou alors il y a un an, on m'a dit quelque chose qui était faux. Peut-être même je peux remonter jusqu'à ma naissance au final. Mes parents m'ont éduqué comme ça. Donc c'est pas de ma faute, c'est la faute de mes parents. Prenons un exemple. Si jamais, à mon travail, je fais une erreur, je peux m'excuser, dire je suis désolé, j'ai mal interprété, c'est de ma faute. J'aurais dû vérifier, c'est de ma faute. Ou alors je peux aussi rechercher ce qui m'a amené à cette erreur. Un collègue qui m'a filé une mauvaise information, une maladie, une absence, un email que j'ai pas reçu, un bug technique, un document qui contient une erreur, tu peux toujours te défausser de tout ce qu'on t'accuse et ça, le pervers narcissique l'a très bien compris. Je peux même y aller avec beaucoup de mauvaise foi. Je t'ai trompé, oui, mais parce que tu m'as poussé à le faire. Parce que tu m'as rendu malheureux, malheureuse, parce que tu m'as dit ça il y a 3 semaines, parce que je t'ai surpris en train de séduire quelqu'un il y a 6 mois de ça ou il y a 6 ans. Donc j'ai eu le droit, c'est toi qui m'y as poussé. Et là tu te dis, mais je t'ai jamais dit d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. Alors autant que je m'en souvienne, je te l'ai jamais dit, je l'ai même jamais pensé en fait. Moi j'ai plutôt tout fait pour que ça se passe bien. Je te promets une chose, je t'ai jamais poussé à ça. Mais il va te convaincre par A plus B pendant des heures, dans des espèces de discussions circulaires que tout ça c'est ta faute. Deuxième méthode, qui est encore pire à mon sens. Le pervers narcissique te pousse à l'erreur en permanence. Typiquement, il va tenter de te fatiguer, de t'épuiser, il va mal te nourrir, il va t'empêcher de dormir, il va te faire des crises en permanence. Ton cerveau entier, c'est résoudre les crises de mon pervers narcissique. Il te rend fou. Et il insiste en appuyant sur tous tes boutons rouges, tout ce qui va te rendre dingue en permanence. Et tout d'un coup, bien sûr, tu vas faire une erreur. Tu vas dire un mot de travers, tu vas t'énerver, tu vas crier, peut-être qu'il y aura un peu de violence verbale. Je me souviens même d'un client qui m'a dit qu'il avait juste poussé un peu son père narcissique comme ça, et l'autre avait gesticulé en tombant par terre, et pendant des années après, il y en a reparlé.
tu m'as tapé le jour-là. L'autre m'a dit, mais non, j'ai juste poussé comme ça parce qu'il me parlait à 1 centimètre. Non, tu m'as tapé. Et donc là, par comparaison, il va pouvoir utiliser vos erreurs qu'il vous a sûrement poussé à faire. Au passage, on a tous le droit de faire des erreurs. On est juste des êtres humains avec des erreurs, des qualités. Il va se servir de tes erreurs que tu as faites ou qu'il a provoquées contre toi. Ce qui va couvrir toutes ces actions toxiques. Oui, je t'ai pris 100 € dans ton porte-monnaie. Mais il y a 2 ans, tu m'as dit que j'étais tel type de personne. Et ça, tu t'en rappelles ou pas? Et là, tu te dis, mais il y a aucun rapport. Tu viens juste de me voler 100 €. Pourquoi est-ce que tu me ressors un truc d'il y a 2 ans? Eh bien, parce que peut-être que je pourrais en parler à tout le monde. Il y a 2 ans, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Il y a 6 mois, tu m'as traité de tel type de manière. Et ça, je peux le dire à tout le monde. Donc maintenant, ces 100 €, je les ai pris, j'en avais besoin, et c'est pour le bien de notre couple. Et là, tu en viens à t'excuser au final. Et là, il y a quelque chose qui va te rendre dingue. Soit tu acceptes en permanence, sans rien dire, parce qu'il t'apprend à devenir esclave. Tu apprends à tout accepter et ça te ronge de l'intérieur et tu auras un sentiment d'injustice qui va te rendre dingue. Ou alors tu réagis, mais tu sais très bien que si tu réagis, l'autre va passer en rage narcissique et ce sera encore pire. Donc tu as 2 choix qui mènent au même endroit, rien ne changera, rien ne se passera de mieux et au contraire, ce sera de pire en pire avec le temps. Voilà mes amis, j'aimerais beaucoup lire vos témoignages en commentaire juste en dessous. Je vous rappelle aussi qu'il y a le quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas. Il y a aussi une formation qui s'appelle Se venger, prendre sa revanche sur un pervers narcissique. C'est juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.